Bonjour à tous et bienvenue dans le Viseur des 4. La dernière fois, nous avions abordé les moyens et les supports mis à notre disposition au niveau audio avant que ne naissent les plateformes de streaming. Je vous propose ici de clore cette série par la partie vidéo. Eh ben, c'est pas trop tôt. T'es pas sympa avec moi. Tu poses une question et tu râles quand on te répond. C'est vrai, désolé. Pouce bleu, abonnement. Allez, à votre bon cœur, monsieur, madame. Voilà, j'aime mieux ça. Allez, zou, on y va, fissa. Bref, commençons par le plus commun. Pour voir un film, en général, tu passes par la case cinéma. Bon, il n'y avait pas tous ces trucs en 3 ou 4D avec les sièges qui bougent, les lunettes et tout. Mais c'était la valeur sûre. C'était l'occasion de sortir en famille ou avec des potes. Tiens, un petit secret, c'est comme ça que j'ai rencontré ta mère, par exemple. Donc, en plus, ça faisait dans le social. Bref, voilà un super atout pour les films à vocation de sortir en salle, mais pour les films à petit budget, les téléfilms ou les séries, fallait passer par la case télé. T'as rencontré maman dans un ciné? Mais lol, et c'était sur quel film? Un navet, c'est pas important. En même temps, si ça avait été un grand film, on serait peut-être pas là pour en parler. Bon, revenons à nos moutons. À ma naissance, je ne parlerai pas d'avant, il n'y avait que TF1, Antenne 2 et FR3 sur la télé. Donc, autant dire que le nombre d'émissions était limité. On a eu le droit à notre première chaîne payante, Canal+, en 1984, puis vint la 5 en 1986 et enfin M6 en 87. Là, en 92, patatras, Antenne 2 et FR3 deviennent France 2 et France 3 tels que tu les connais aujourd'hui. La 5 arrête sa diffusion définitivement et est remplacée par Arte dans la foulée, qui partagera ensuite sa chaîne en deux avec la 5e à partir de 94. En fait, selon l'heure d'écoute, on avait l'une ou l'autre chaîne. Et la 5e deviendra ensuite France 5. Ça fait quoi, cette chaîne dont une payante, c'est ça? Effectivement, ça faisait pas beaucoup de place pour regarder des bons films ou des séries et tout ça. Vous faites quoi? Abby, tu viens? 5 minutes, on finit la vidéo sur les plateformes de streaming. Ah, ben c'est pas dommage. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend que j'ai cru que vous aviez arrêté la chaîne. Non, on est toujours là. J'ai eu quelques petits soucis avec ma voix, donc forcément, ça complique les choses pour faire une vidéo. Et du coup, on a raté quoi? Eh bien, j'énonçais juste le fait qu'entre ma naissance et 1994, outre le cinéma, nous avions la télé avec 7 chaînes seulement. 7, ça fait pas des masses ça. Heureusement qu'il y a le replay alors. Ça permettait sans doute de voir les émissions loupées. Détrompe-toi, Sarah. Le replay, ça n'existe que depuis l'arrivée des box. Avant, tu avais la télé et c'est tout. Oh la galère, il fallait 100 ans dans ce cas pour voir un film sympa à la télé. Tu crois pas si bien dire, car outre le nombre limité d'émissions qui obligeait les chaînes à faire des choix, il y avait surtout la question du délai qui se posait si la vidéo n'était pas française. Si on doit prendre un exemple, les sorties de films ou de séries US en France, là, on avait un temps d'attente énorme entre les dates de diffusion, donc aux États-Unis, et celles en France. C'était pas comme aujourd'hui où le jour même, tu peux avoir certaines séries directement en VF. Idem pour les films financés par les plateformes aujourd'hui, tu les as tout de suite. Nous, en général, ne passaient à la télé que les films qui sortaient au cinéma. Et là, c'était encore plus fou. Fallait attendre un délai d'1 an entre la diffusion au ciné et la sortie en vidéo ou en location via un vidéoclub. Et avant de voir ça sur une chaîne comme TF1, fallait encore attendre son passage sur Canal+, qui était une chaîne cryptée. Donc en gros, t'attendais parfois 2 à 3 ans avant de le voir en clair sur une chaîne comme TF1, France 2, France 3, M6, La 5, etc., etc. Aujourd'hui, ce système existe toujours, mais comme les plateformes de VOD ou de streaming comme Netflix sont un peu considérées comme de la location de films, le délai devient moindre, mais pas nul. Bref, à mon époque, quand t'étais cinéphile, ton sanctuaire, c'était le vidéoclub du coin, parce que sinon, ton Harry Potter, là, t'en avais déjà eu 3 au ciné avant de pouvoir voir le premier à la télé en clair. Glupsi, j'aurais jamais pu tenir sans voir Draco. Bah, on serait allé les voir au ciné alors. Mais ton Draco, il est pas si beau. Mais toi, tu connais rien, Sam. Drago, il est magnifique. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Le vidéoclub, du coup, c'était plus intéressant. C'est quoi ça? Le vidéoclub, comme son nom l'indique, on prenait une carte de club, souvent via un abonnement, et
On louait à moindre frais la vidéo chez un fournisseur. On avait alors un délai pour regarder la cassette et la rapporter à la boutique. Ça m'a permis de voir des trucs du style Jurassic Park, la dernière saison de Star Trek La Nouvelle Génération, ou même le tout premier concert de Mylène Farmer, tiens. Tu louais la vidéo, comment ça? Eh bien, les films, les séries ou toute autre vidéo à un caractère commercial, on pouvait les retrouver depuis les années 70 sur des supports comme la cassette vidéo, le laserdisc ou encore le VCD. Les deux premiers auront l'exclusivité entre les années 70 et le milieu des années 90. Le VCD, lui, n'arrivera qu'au début des années 90, mais tout ce petit monde sera vite évincé par le DVD, puis le Blu-ray, notamment grâce à leur grande capacité de stockage, permettant d'améliorer la qualité des vidéos, le tout sur une taille similaire au VCD, donc la taille d'un CD standard que vous connaissez maintenant. Ok, tu regardais des films à la télé ou alors t'étais obligé de les louer. Mais ça devait pas être très pratique si tu n'avais pas de vidéoclub à proximité. C'est clair, quand je pense aux parents et au nombre de films et séries qu'ils regardent, à leur époque, j'ose même pas imaginer la galère. Effectivement, mais tu vois, on a parlé des supports sur lesquels il y avait les films préenregistrés et qu'on louait ou qu'on achetait, mais ces mêmes supports existaient aussi pour l'écriture, à part pour le laserdisc qui était un peu spécial, ce qui a ouvert la porte aux copies pirates. Au départ, ça se faisait surtout sur les cassettes VHS, puisqu'il n'y avait que ça, grâce au magnétoscope. Pourquoi à chaque fois ça ressemble à une machine à laver? En même temps, faut bien que ça commence par quelque part. Effectivement, Sam, tu ne crois pas si bien dire, même si c'était assez imposant, ça permettait d'enregistrer directement ce qui était diffusé à la télé, et du coup, ça te permettait aussi de regarder les vidéos, fatalement. Comme sur les box d'aujourd'hui en fait. Oui, en effet, ça permettait du coup de voir une émission ou un film en différé. Après, il y avait bien du matos de copie de VHS à VHS, mais comme pour la cassette audio, le temps pour faire un enregistrement durait aussi longtemps que la durée du film en question. Donc, même si cela n'était pas des plus légales, il y avait une certaine tolérance. Ouais, ça arriverait plus aujourd'hui. C'est clair, maintenant tu fais un copier-coller et hop, ton fichier il est sur ton PC, ton tel, ta box, bref, ça va trop vite. Tout à fait, avec l'arrivée du numérique et d'Internet, la récupération des fichiers vidéo devenait très facile. Le tout jumelé aux CD, DVD ou Blu-ray vierges, le piratage finit par s'intensifier, forçant les professionnels de l'audiovisuel à ajouter des systèmes anti-copie dans leurs supports, une bataille qui continue encore aujourd'hui et qui risque de s'accentuer. Pourquoi? Si on passe que par les plateformes, tout sera en ligne, plus besoin de copier. Ben ouais, maintenant t'as tout sur Netflix, pourquoi copier? Sur une plateforme gratuite, oui. Si tu mates une vidéo sur YouTube, pas de problème. Au pire, t'as un peu de pub, mais globalement, c'est pas pire que la télé. Bien que. Mais qu'on soit clair, là, je parle des plateformes de stream et VOD. Vu que normalement, t'as pas de films ni de séries sur YouTube. Un exemple, tu viens de t'abonner à Disney+, parce que tu aimes les films Marvel. Tu vois ce que c'est? Ah ouais, moi mon préféré c'est Iron Man. Ok. Alors maintenant, si je te dis que les films de Spider-Man, personnage qui fait partie de l'univers Marvel, ne seront pas sur Disney+, mais sur Netflix. Qu'est-ce que tu vas devoir faire pour regarder le film ? Bah logiquement, prendre un abonnement Netflix, à moins de payer pour le voir une fois, si c'est possible, ou encore acheter le DVD. Exactement. Et si on occulte la partie achat direct pour se concentrer sur les deux abonnements, tu paieras donc Disney+ et Netflix. Je ne sais pas pour toi, mais pour certaines personnes, le portefeuille n'est pas extensible. Et là, je ne parle que de 2 plateformes. Alors imagine maintenant si je te dis Netflix, Disney+, HBO Max, Apple TV, Amazon Prime, Paramount+, Crunchyroll pour les dessins animés, Wakanim par exemple, au CSGO. Tu me dis ? En gros, plus de fric à la fin du mois, quoi. C'est à peu près ça. Bon, là, j'ai grossi le trait, mais en fait, le risque dans tout ça, c'est que si chaque plateforme vient à se spécialiser et à monopoliser ses propres films et séries, soit nous aurons un regain des ventes sur les supports, pour les films et séries qui sortiront en DVD ou Blu-ray, soit nous aurons une augmentation du nombre de sites pirates, de streaming ou de téléchargements illégaux. L'avenir nous le dira, mais personnellement, je pencherais plutôt pour le deuxième cas. Enfin voilà, il y avait pas mal de choses à dire, et là, on ne parle que de films ou de musique. Le pire, c'est que maintenant, ils veulent faire pareil avec les jeux vidéo, ils appellent ça le cloud gaming. Ça promet. Waouh, effectivement, ça a bien évolué et en très peu de temps.
Et si les jeux vidéo finissent en streaming aussi, gare aux cheveux blancs. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je me demande comment c'était les jeux vidéo dans ton enfance et comment on s'amusait avant que ça existe. Tu sais, quand je suis né, on vivait le crack du jeu vidéo. Donc, ça a eu un sacré impact aussi durant ces 40 dernières années. Et puis, comme tout le monde n'y avait pas accès facilement, il y aurait sûrement pas mal de choses à dire. Enfin, ce serait intéressant d'en parler, mais ce sera pour une autre fois. Là, j'en ai marre de zapper. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, je te laisse la téloche. Moi, je vais jouer à Elite Dangerous sur mon ordi. Abby, on se fait un Mario Kart en live sur ta chaîne YouTube. Oh yeah, good idea. Yes! Attends, je mets la Switch sur la télé.